Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Pauline. Nous vivons dans une économie de plus en plus tendue. La pression concurrentielle est à son paroxysme. Les entreprises doivent impérativement utiliser les leviers de croissance à leur disposition afin de doper leurs performances. Il est indispensable pour les entreprises de se transformer rapidement dans l'optique de se mettre en position de réussite face aux nouveaux défis à relever. L'immobilisme est devenu un risque mortel. Nous allons justement analyser dans ce chapitre comment transformer votre entreprise afin de ne pas faire une sortie de piste et finalement pouvoir rester tout chousse sur le chemin de la croissance. Il y a tout d'abord un lien évident et fort entre la culture et les résultats de l'entreprise. Ainsi, lorsqu'une culture solide est alignée avec la stratégie et le leadership de l'organisation, cela favorise la production de résultats opérationnels et la pérennité de la structure. A contrario, une forte culture d'entreprise non alignée avec la stratégie ou le positionnement souhaité peut constituer un handicap important, voire un obstacle à la réussite et à la pérennité même de l'organisation. Le degré de centralisation des organes de décision, le nombre et la nature des différents réseaux hiérarchiques, le degré d'autorité et de liberté accordés aux uns et aux autres sont autant d'éléments importants qui peuvent faciliter, voire bloquer l'appropriation de la nouvelle culture au sein de l'entreprise. Et la culture d'entreprise, Pauline, on va justement en parler avec Farid Lalou, cofondateur des Bras en Plus. Et mon invité, c'est Farid Lalou. Farid, bonjour. Bonjour Thomas. Farid, tu es cofondateur des Bras en Plus, une société de déménagement. Vous générez aujourd'hui un volume d'affaires de 5 millions d'euros. Vous avez en interne 50 collaborateurs et 3000 si on compte les collaborateurs sur le terrain pour tous les déménagements avec vos partenaires. On le disait dans ce MOOC, l'humain, c'est quand même la première valeur, en tout cas la première création de valeur pour l'entreprise. Donc c'est important de bien recruter, c'est important aussi de faire monter ses équipes en compétences. Quand on est entrepreneur, on n'est pas recruteur par essence, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs et puis on met en place un certain nombre de choses, on corrige. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Ouais, merci Thomas de me donner l'occasion de parler de ce sujet parce qu'en plus, l'humain est vraiment au cœur de tout. Et tu parlais de recrutement, c'est donc fondamental. Tu disais un truc très intéressant, quand on est entrepreneur, on n'est pas un recruteur, ce n'est pas forcément notre qualité première, donc on le devient petit à petit et sur le terrain. On va faire des erreurs parce qu'au départ, on ne sait pas forcément reconnaître en quelques minutes lors d'un entretien le bon futur collaborateur ou bien juste la personne qui est forte en entretien mais qui n'aura pas forcément le bon rôle dans l'entreprise et vice-versa. Vous avez des gens qui sont très mauvais en entretien, qui ne maîtrisent pas cet art et qui sont des collaborateurs exceptionnels. Donc il y a le fond et la forme et le plus dur, c'est de savoir justement trouver le bon milieu entre les deux. Alors avant, vous receviez les collaborateurs en entretien seuls avec vos associés. Vous avez mis en place de nouvelles choses pour vous assurer de la pérennité dans l'entreprise. Ouais, tout à fait. Une entreprise, ça reste un écosystème. Et au final, dans un écosystème, une personne, elle évolue jamais seule. Elle est aussi le fruit de ses relations avec les autres collaborateurs qui vont devenir ses collègues. Donc nous, on essaye très tôt, très en amont et depuis le recrutement, de faire intervenir justement ce lien, de créer ce lien et de pouvoir identifier si ce lien va prendre. C'est un peu comme une greffe ? C'est exactement comme une greffe. Ça veut dire que vous avez une chance sur deux. Soit la greffe prend et là, tout va fonctionner. Soit elle ne prend pas et d'elle-même, elle va se sentir un peu isolée et voudra se retirer du corps principal. Donc c'est exactement la même chose. Recruter les talents, c'est la première étape. Après, déjà, il faut les garder. Et donc, on pourra en parler. Et puis, l'enjeu, c'est toujours de faire monter en compétence ces équipes. Vous avez mis en place des Bras en Plus Academy. Ouais. Très tôt, on a eu ce sujet de se dire... Le premier objectif pour nous, c'était de créer de la demande. Donc voilà, avoir des clients qui veulent déménager. Et très vite, dès le début de l'entreprise, quand on a réussi à générer cette demande, à trouver nos canaux d'acquisition, etc., on s'est dit, le problème qui va arriver demain, ça va être notre limite à aller recruter et identifier des bons déménageurs. Un déménageur, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'improvise deux bras et un camion. C'est un métier déménageur. On avait fait une campagne qui s'appelait Déménageur, c'est un métier, ce n'est pas un job d'été, parce qu'on pense vraiment que déménageur, ça s'apprend.
Et donc justement, on a mis en place pas mal de choses pour que quelqu'un qui rentre chez nous avec une ambition de devenir déménageur, d'en faire son métier, il puisse le devenir et y passer beaucoup de temps. On peut même être un senior dans le déménagement. Il y a pas mal de métiers dans le déménagement. Et alors, ce qui est intéressant dans l'académie que vous avez mis en place, c'est que ce sont les déménageurs les plus expérimentés qui vont accompagner. Donc, c'est les collaborateurs qui forment les collaborateurs. Oui, tout à fait. Donc, on a ce qu'on appelle chez nous les ambassadeurs. Ça fait partie des collaborateurs les plus anciens, les déménageurs les plus anciens, qui ont des compétences sur certains corps de métier. Donc, vous avez les charges lourdes, vous avez l'emballage, vous avez la conduite, l'éco-conduite. Vous avez pas mal de thématiques sur lesquelles donc, ce sont nos ambassadeurs qui vont aller former les nouveaux ou bien dans un apprentissage continu, continuer à se faire former. Donc c'est très spécialisé, on a les spécialistes de tel domaine, c'est valable d'ailleurs pour, j'imagine, à peu près toutes les activités des entrepreneurs qui nous regardent. On se focalise sur un métier très précis et on apprend, on transmet. Tout à fait, il y a aussi de la montée en compétences. Vous arrivez assistant déménageur, vous allez devenir chef d'équipe. Ensuite, si vous avez des envies, vous pouvez arriver sur des trucs un peu plus spécifiques comme de l'emballage, etc. Mais si vos envies changent dans votre carrière chez Des Bras en Plus, vous pouvez aussi demander à aller sur des emplois qui sont plus de bureau ou administratifs, commerciaux, etc. Il n'y a pas de barrière entre les deux pour nous. Hors académie, vous avez aussi mis en place un système de notation pour les particuliers et les professionnels d'ailleurs. C'est aussi un marché que vous adressez qui permet de noter les déménageurs qui ont œuvré pour les déménagements. Et du coup, à partir de là, un déménageur qui n'est pas très bien noté, il y a encore quelque chose pour le faire grandir. Oui, tout à fait. Depuis le début, on a une excellente note de qualité. Aujourd'hui, on a 98% de nos clients satisfaits. Et ça, nous, on peut raconter plein de belles choses commercialement parlant. On peut dire qu'on va faire une super prestation, on peut les rassurer, avoir un super site. Mais la vérité, elle se passera sur le terrain avec les déménageurs. Donc nous, on a un système de notation pour être sûr qu'on conserve et même voir qu'on aille plus haut que ces 98%. Oui, c'est les 2% là qui vous embêtent et vous voulez du 100%. Et on ne veut pas en plus non plus la diminuer cette note, on veut la faire monter. Donc forcément, on suit de près la notation de nos déménageurs, c'est voir quelles sont leurs compétences à un instant précis, c'est aussi leur état d'esprit. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'un déménageur qui va avoir une note qui commence à se dégrader, on va faire intervenir un déménageur, une société de déménagement qui a une note excellente, et on va les faire travailler ensemble. Parce qu'au final, ce n'est pas que du théorique, c'est surtout de la pratique. Et un truc qu'il faut garder à l'esprit, on est un peu dans un jeu d'équipe, comme au foot, etc. Et vous avez toujours les meilleurs qui vont tirer toute l'équipe vers le haut. Et c'est jamais l'inverse. C'est jamais celui qui est un peu moins bon qui va tirer l'équipe vers le bas. Un dernier mot sur ta façon, votre façon chez Des Bras en Plus de garder les talents. Il faut surtout beaucoup parler avec eux parce qu'un talent, déjà, il faut savoir l'identifier. Qu'est-ce qu'un talent? Et ensuite, les gens ont peut-être un savoir-faire spécifique, sont excellents dans quelque chose, mais ont peut-être des envies d'autre chose. Pas forcément, ils sont bons sur une thématique, mais ils ont peut-être envie de faire autre chose. Et c'est là qu'il faut les écouter, essayer de le déceler, l'identifier avant qu'ils se demandent s'ils ne doivent pas aller le faire ailleurs. Effectivement, certains pensent parfois que la vérité est ailleurs. En tout cas, la vérité du recrutement et de la montée en compétences de ces équipes, elle était ici sur ce plateau avec toi. Merci Farid. Plaisir. Je salue aussi tes associés, Des Bras en Plus, et nous on poursuit toujours dans ce MOOC. Une fois par trimestre, une fois par mois, il est bon de se bloquer une demi-journée ou une journée en prenant du recul par rapport au quotidien, avec par exemple une méthodologie comme Blue Ocean ou la matrice de Ansoff, qui permettra de structurer votre réflexion. Pour entretenir cette culture de la performance, il est quelques domaines dans lesquels votre entreprise se doit d'exceller. Le pilotage produit, c'est-à-dire la capacité d'avoir une roadmap associée à tous les produits. Le marketing et la communication doivent aussi savoir toucher les influenceurs de votre marché et faire rayonner l'entreprise. Le développement et l'exécution commerciale doit être un travail d'orfèvre. Les RH, bien évidemment, l'image employeur doit être irréprochable. Le domaine financier et la capacité de challenger sans cesse le business model. La croissance est souvent associée au choix de la bonne stratégie d'entreprise. Nous croyons qu'il n'existe pas une meilleure stratégie, mais des stratégies possibles en fonction de votre vision. Et en réalité, la bonne stratégie est celle qui est efficacement exécutée. Mais quelles sont les clés d'une exécution efficace ? L'exécution, ça ne se fait pas sans les équipes. L'appropriation par vos équipes est donc essentielle. Attachez-vous à partager, discuter, confronter vos équipes sur la compréhension du projet de l'entreprise. Les freins à l'exécution d'une stratégie viennent souvent de ceux
qui doivent la réaliser. En n'oubliant pas le pilotage. Non, pas les tableaux de bord. Et si, vous connaissez l'expression « pas de bras, pas de chocolat ». C'est le même adage pour les tableaux de bord. Pas de suivi régulier des indicateurs, pas de croissance. Contrairement à ce que l'on observe souvent, le rôle du dirigeant n'est pas de demander à ses équipes de lui rendre compte des principaux indicateurs, mais de les monitorer lui-même afin de les accompagner dans la réussite de leur mission. Les tableaux de bord permettent par exemple de suivre en temps réel le rapport chiffre d'affaires total, chiffre d'affaires commercial, les encaissements divisés par les décaissements, le taux de transformation, etc., etc. En identifiant tout de suite une faiblesse, vous pouvez agir et inverser la tendance. Des conseils pour naviguer à vue, matelot ? Mais bien sûr. Alors, quelques conseils. Si vous souhaitez prendre le large, gardez l'œil sur vos ventes, surveillez vos flux de trésorerie, évaluez vos créances et dettes exigibles. Vous avez bien évidemment compris que les indicateurs permettent de mieux positionner votre projet sur le chemin de la croissance. Pauline, est-ce que tu pourrais nous donner 4 axes de performance pour réussir ces transformations? Tout d'abord, l'axe financier. Les indicateurs de performance vont mettre en avant la valeur et la rentabilité de vos investissements. Les investisseurs chercheront en priorité le chiffre d'affaires global par produit et service, par département, la marge brute et le BE, l'excédent brut d'exploitation. L'axe client aussi. Ils vont vous permettre de connaître la satisfaction du client et la qualité de la relation client, comme le taux de fidélité, c'est-à-dire le nombre de clients fidèles sur le nombre total de clients. Par exemple aussi le coût d'acquisition d'un client ou le taux d'attrition ou churn, nombre de clients perdus sur une période donnée. Ensuite, l'axe marché. Ils vont produire des informations sur la plus-value apportée par le produit ou service, l'innovation de l'entreprise et la notoriété de la marque. On mettra en avant par exemple des taux de transformation d'un devis en facture, un indicateur de notoriété sur les réseaux sociaux, par exemple le nombre de likes, le nombre de retweets, le chiffre d'affaires ou encore le taux d'investissement. Et enfin, il y a l'axe interne. Tous les process internes à l'entreprise peuvent être suivis par des indicateurs de rentabilité et d'efficacité, comme le temps passé aux procédures administratives, le taux d'absence, le turnover ou la formation. Place à la citation du jour. Elle est de Scott Adams. Toutes les entreprises ont besoin d'une stratégie pour que leurs salariés sachent ce qu'ils ne font pas. Les bons résultats de l'entreprise, sa rentabilité ne se fait pas au détriment du bien-être de vos équipes et sans amélioration des conditions de l'engagement de tous. Je vous propose maintenant de devenir le roi de la data client. Le monde change. Avec lui, les consommateurs, les concurrents et les marchés. Comment anticiper la croissance ou justement l'amplifier? Benchmarkez vos clients, votre marché et vos pratiques. Concentrons-nous sur la data client. Il est crucial de savoir déjà qui ils sont. Par exemple, pour quelles raisons ils achètent, ou encore à quel moment et de quelle façon, et est-ce qu'ils achètent. Enfin, ce qui les satisfait dans l'acte d'achat, ou encore ce qu'ils attendent et pensent de vous. Devenez également la reine du prix. Calculez la différence entre le coût et la valeur, calculez la couverture des coûts fixes et des coûts variables, et élaborez une stratégie de prix. Enfin, il faut faire un focus sur le positionnement. Mais surtout, après le roi, après la reine, devenir le dieu du positionnement. Vérifiez les leviers d'achat pour chaque cible. Vous pouvez vous interroger sur le positionnement de votre entreprise sur le chemin de la croissance. En fait, dans un contexte actuel de rupture permanente, se transformer, ce n'est pas seulement se développer rapidement. C'est aussi être capable de se réinventer pour prendre le virage du digital et l'évolution des usages. Je vous propose maintenant de découvrir une boîte qui s'est créée et développée avec le digital. C'est Charline Goutal, la fondatrice de Naya. On poursuit dans un monde de croissance, cette fois avec Charline Goutal. Bonjour Charline. Bonjour. Charline, tu es la fondatrice et dirigeante de Naya. On parle de croissance et notamment, toi, les grandes étapes de la croissance, c'est passé par le digital. C'est né avec le digital.
C'est ça, exactement. En fait, c'était vraiment l'idée de départ d'être une marque pure player, digitale. Il y a 6 ans, quand on s'est lancé, c'était quelque chose d'hyper novateur pour mon marché, puisqu'il existait d'ores et déjà des marketplaces, donc multimarques, mais il y avait très peu de pure players digitaux dans le secteur de la lingerie. Ça demande quoi de se lancer face à des mastodontes d'un secteur sur le digital? Ça demande beaucoup d'investissement. On peut se débrouiller juste avec 5 000 € pour se lancer. Dans notre cas, alors ça serait différent aujourd'hui, mais dans notre cas, il y a 6 ans, comme les grandes marques n'étaient pas encore présentes en pure player sur le digital, en fait, on avait une opportunité de marché énorme. En fait, c'est un time to market qui était excellent pour nous, et du coup, en fait, l'horizon était assez libre et on a pu percer comme ça parce qu'on a pris de l'avance par rapport aux gros mastodontes du marché qui étaient très retail. Or, le retail était en chute libre à ce moment-là. Quand on parle de commerce, souvent on apprenait dans les études en école de commerce, c'est l'emplacement. Sur Internet, pour avoir un emplacement type Champs-Élysées ou Avenue de la Paix, je reprends mes histoires de Monopoly, ça coûte de l'argent. Différemment, mais ça coûte de l'argent. Oui, alors encore une fois, ça a évolué depuis. Aujourd'hui, il faut encore plus d'argent qu'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'était aussi un bon time to market parce que tout simplement, il y avait encore peu de concurrence. Et les réseaux sociaux, ça paraît fou, mais n'étaient pas encore payants pour les entreprises. Et donc, du coup, on pouvait constituer une communauté de façon uniquement virale et non payante. Et du coup, nous, on a profité vraiment de cette opportunité. On a constitué notre communauté via les réseaux sociaux, notamment Facebook au départ et ensuite Instagram, qui ont été des vrais leviers de croissance pour nous, puisque c'est eux qui nous généraient du trafic sur le site internet. Et à l'époque, donc, on ne payait pas pour ça. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé et c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile de se lancer uniquement sur le digital et d'où l'intérêt de devenir au fur et à mesure omnicanal. Naya Paris, ça a démarré en digital, ensuite c'est revenu aussi au physique, ça fait toujours du digital, mais maintenant il y a une boutique et avant ça des pop-up stores. C'est ça. En fait, on a toujours été d'une manière ou d'une autre quand même présent en physique avec les pop-up stores. Ça nous générait du trafic supplémentaire, du trafic de passage, parce que c'est vrai que sur Internet, on n'a pas ce bénéfice du trafic de passage. On n'a pas des clients qui viennent par hasard sur le site Internet. Voilà, c'est assez rare, sauf si on paye du Google AdWords, etc., chose qu'on fait bien évidemment, mais au bout d'un moment, il y a des surenchères qu'on ne peut pas suivre. Et donc, ces pop-up stores ont prouvé que le modèle boutique pouvait marcher, avait vraiment du potentiel et était complémentaire pour créer un cercle vertueux avec le digital. Donc tout simplement, ça a été dans la lignée de la croissance d'ajouter une boutique à un emplacement, comme tu disais, numéro 1, puisque la règle dans le retail, c'est emplacement. Et donc, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir cet emplacement qui permet d'être un nouveau levier de croissance additionnel et en plus de booster le digital. Dans ce MOOC, on parle de stratégie et donc de croissance qui ne se fait pas sans stratégie. Toi, à un moment, ta boîte, elle a dû évoluer, muer vers Naya du coup, mais ça ne s'appelait pas comme ça avant. Et c'est pour grandir qu'il a fallu changer le nom de la marque. Exactement. En fait, on s'est rendu compte, puisqu'à l'origine, ça s'appelait Ma Petite Culotte, qui était vraiment destiné à être un pure player lingerie. Le secteur de la lingerie, c'est un secteur qui est absolument passionnant, mais qui n'est pas évident. Et en fait, on se rend compte qu'une cliente qui achète de la lingerie, elle achète 1 à 2 parures par an. C'est pas assez si on veut faire une croissance de x3 tous les ans. C'est ce qu'on fait depuis qu'on s'est créé. Du coup, j'ai eu envie d'ouvrir les horizons de la marque. Et pour ça, quand on s'appelle Ma Petite Culotte, c'est pas évident d'aller faire du bijou, du sac, de l'accessoire, du vestiaire féminin plus large. D'où l'intérêt de faire évoluer le nom de marque. Donc Ma Petite Culotte est devenue Naya. Sur des partenariats aussi, ça pose des questions? Ah, mais clairement. En fait, les partenariats, que ce soit avec les influenceurs ou que ce soit avec les grandes marques potentielles, ça devenait compliqué. Tout simplement parce que Ma Petite Culotte, et c'est ce que j'avais vraiment en tête dès le départ, c'est hyper audacieux. C'est un peu provocateur, c'est ce qui fait la grosse différence sur le marché, mais tout le monde n'adhère pas, non pas au positionnement, mais en fait à ce nom qui est un peu provocateur. Et donc parfois, ça nous bloquait des entrées pour faire des gros co-branding ou avec certains influenceurs. Je reviens sur la communauté. Comment tu l'as constituée? Quels conseils tu donnerais aux entrepreneurs qui se lancent peut-être seulement maintenant aussi? C'est pas facile de se lancer maintenant.
Pour accroître sa communauté, je pense qu'il faut être sur les deux tableaux en même temps, même si c'est pas facile, mais à la fois sur la toile du web et à la fois sur le physique. Donc pas forcément en ouvrant une boutique parce que c'est hyper onéreux. Il faut des gros investissements au départ, mais effectivement les pop-up stores, même si ça devient de plus en plus cher, ça reste quand même une option assez intéressante. Et l'option que nous, on a choisie avant d'ouvrir une boutique permanente, c'est d'ouvrir une partie boutique dans nos bureaux, qu'on appelle le showroom, qui est même baptisé le 7e parce que c'est au 7e étage. Et donc là, on a des clients, avant d'ouvrir la boutique, qui venaient déjà, puisque c'est toujours ouvert, dans nos bureaux. Donc on mutualisait les coûts pour venir acheter et essayer, puisque c'est la barrière de la lingerie, c'est que les gens aiment bien essayer. Pour créer cette communauté, tu le disais, il y avait aussi cette notion d'engagement avec un message assez fort. C'est la base pour élargir sa communauté aujourd'hui. Oui, je pense que aujourd'hui, les clients, ils ont besoin d'une appartenance. Pour avoir une appartenance, les clients, ils sont très attentifs aux valeurs de marque. Donc c'est vrai que nous, ce qui fait une de nos forces, c'est qu'on inscrit très visiblement nos valeurs de marque. Moi, personnellement, je les porte de tout mon cœur, de toute mon âme. C'est relayé par toute mon équipe qui partage ces valeurs et qui les diffuse au sein de notre communauté au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est très fort. On a aussi un engagement social que tu connais, qui est Octobre Rose, pour lequel on s'engage. Et toute l'année, on a des collections qui nous permettent de reverser une partie de notre chiffre d'affaires pour le dépistage du cancer du sein. Donc voilà, toutes ces actions-là, elles sont hyper concrètes. Elles sont porteuses de sens et on n'est pas juste une marque sympa, de mode, audacieuse. Non, derrière, il y a des valeurs d'équipe, il y a des valeurs de communauté, il y a des valeurs sociales. Et ça explique l'engagement de la communauté aujourd'hui. On parle dans ce MOOC aussi des investisseurs et typiquement, un entrepreneur me disait que des VC lui avaient demandé d'utiliser des bots pour obtenir plus de followers, mais qui finalement, en réalité, n'apportent pas grand-chose à la marque. En fait, c'est des choses que tu as déjà entendues ou que tu as vécues? C'est quelque chose que j'ai déjà vécu personnellement, puisque j'ai été face un jour à un fonds d'investissement que je n'ai pas dans mon capital, mais qui m'a demandé d'installer un bot pour gagner plus de followers Instagram, parce qu'il trouvait que c'était étonnant, vu le chiffre d'affaires qu'on faisait, qui est un beau chiffre d'affaires, on n'avait pas une communauté aussi large sur Instagram que ce qu'on pouvait imaginer. Et je leur ai expliqué, bah oui, mais nous, on est une marque qui n'utilisons pas de bot. Et ils m'ont dit, mais pourquoi? Parce que tout le monde le fait, donc si vous ne le faites pas, en fait, vous n'êtes pas aligné avec les autres marques. Et je leur explique, bah oui, mais si on utilise un bot, en fait, on va faire du retargeting derrière. Et le retargeting, il est payant. Sauf qu'en utilisant un bot, on va avoir des followers qui ne sont pas qualitatifs. Donc en fait, on va faire perdre de l'argent en retargeting sur des gens qui ne seront de toute façon pas intéressés par notre marque. Donc quel est l'intérêt? En fait, c'est un système qui a été perverti dans le temps, avec la course aux abonnés, et finalement des abonnés où on regarde le volume, mais pas la qualité. Et je pense que ça, c'est pas une bonne solution. Bon, eh bien moi, je m'abonne à Charline Goutal, à Naya Paris, à la GSC et évidemment à ce MOOC. Merci à toi, Charline. Merci, Thomas. Et à très bientôt. À bientôt. Valoriser et monétiser les données vous permettent d'optimiser la performance. Les transformations technologiques autour du traitement de la donnée sont un vrai levier d'amélioration de la performance opérationnelle et financière. Elles permettent d'orienter les décisions stratégiques et organisationnelles afin de rendre le pilotage de l'entreprise plus efficient. Quels sont les 2 points essentiels à mettre en place pour anticiper les risques? Cette question, je la pose à Pauline. Tout d'abord, il faut acquérir une connaissance précise de votre environnement et comprendre où vous êtes vulnérable. Ensuite, il faut construire une cartographie des risques. La cartographie des risques est un outil d'analyse et de communication graphique qui aide à recueillir les failles identifiées et évaluer la pertinence des actions à mettre en place pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Toutes les PME doivent penser intelligence économique et observer ses concurrents. Ce n'est pas que de l'espionnage industriel. Pourtant, certaines entreprises y sont confrontées. Sur le terrain, au quotidien, vous pouvez être confronté à des risques réels de déstabilisation. Fuite de fausses informations, tentative d'intrusion dans le système d'information, récupération d'informations auprès des collaborateurs, déclenchement d'une crise interne, etc. Un entrepreneur averti en vaut 2. Quand on parle d'innovation, on pense stratégie, offre, organisation et très rarement management, à savoir la manière dont on anime les hommes. La conscience professionnelle est en baisse. Selon une enquête internationale Gallup de 2017,
environ 11% des salariés se déclarent engagés, c'est-à-dire motivés volontaires. 61% d'entre eux sont non engagés, c'est-à-dire qu'ils font juste ce qu'on leur demande. Et 28% d'entre eux seraient activement désengagés, c'est-à-dire qu'ils ont une vision négative de leur entreprise et peuvent aller jusqu'à l'encontre de son intérêt s'il le faut. Voici un exemple d'innovation managériale qui renforce la confiance. En Californie, l'éditeur de logiciels Intuit organise ce qu'il appelle la fête de la défaite, au sein de laquelle sont évoqués les échecs de manière à tourner collectivement la page et apprendre de ses erreurs. L'erreur est humaine, alors pourquoi la nier ? Voici maintenant 2 autres exemples qui permettent de renforcer l'engagement et la responsabilisation. Chez Leroy Merlin, la stratégie est élaborée par les salariés, par le biais de nombreuses rencontres intégrées dans une démarche intitulée « Vision ». Dans cette entreprise où il fait bon travailler, chaque collaborateur se sent concerné par la réalisation de ce projet. Il y a aussi la compagnie aérienne Air France qui a instauré il y a quelques années une charte de non-punition de l'erreur. Et elle a décidé d'encourager ses collaborateurs à exprimer, sous anonymat évidemment, leurs erreurs et à signaler des dysfonctionnements, en contrepartie de quoi elle s'est engagée à ne pas pratiquer de sanctions lorsque les erreurs 70% humaines étaient révélées et assumées. Donc la seule sanction envisagée concerne les salariés qui n'auraient pas fait part de leurs erreurs. Voici un exemple de pratique qui renforce le bien-être et le plaisir au travail. Aux États-Unis, au sein de l'entreprise W.L. Gore, près de 8000 salariés, les nouveaux embauchés disposent de quelques semaines pour faire le tour des projets et choisir les équipes avec lesquelles ils aimeraient travailler. Les équipes plébiscitées peuvent alors accepter ou refuser la candidature. Voici un exemple de pratique qui renforce l'agilité et la liberté. Alors cette fois, ça se passe au Brésil, Pauline, au sein de la société Semco, aujourd'hui plus de 3000 salariés. Là-bas, les collaborateurs qui le désirent, environ 75%, sont libres de fixer eux-mêmes leur salaire. Et il s'avère que les salaires décidés par les collaborateurs sont 10% en deçà de ce qui avait été prévu par le patronat. Ils peuvent également venir travailler quand ils le souhaitent et s'organiser comme ils l'entendent. À condition toutefois de s'engager sur un résultat et de l'atteindre. Voici maintenant 2 exemples de pratiques qui favorisent la créativité et l'innovation. Cette fois, direction les États-Unis, chez 3M. Là-bas, l'entreprise pratique le principe des 80-20. Son PDG de l'époque, William McKnight, avait un credo, embaucher les bonnes personnes et les laisser faire. C'est la raison pour laquelle il a instauré une pratique visant à permettre aux salariés qui le souhaitent de consacrer environ 20% de leur temps, soit 1 jour par semaine, à travailler sur des projets de leur choix, en dehors du cadre hiérarchique. Aux États-Unis, toujours, constatant une augmentation des critiques de ces produits sur la toile, le PDG de Dell, Michael Dell, a décidé en 2007 de créer une plateforme Internet intitulée IDStorm. Sur cette plateforme, il a demandé aux internautes de poster les critiques qu'ils voulaient formuler envers les produits. Cette démarche, certes audacieuse et courageuse, pas très Frenchy vu notre aversion pour l'échec et les erreurs, a permis à cette entreprise d'identifier les causes d'insatisfaction afin d'apporter des solutions. La seconde étape a consisté à associer les clients dans la recherche de nouvelles idées, ce que l'on appelle désormais l'Open Innovation. La transparence n'est plus une option. Elle permet de rétablir le contact avec les clients, de réguler les conflits d'usage et à terme de faire de la crise une opportunité de mobilisation, ce que l'on n'arrive pas à faire avec la communication experte. Transformer vos faiblesses en atouts finalement. Voici 2 conseils. Tout d'abord, exposer vos défauts d'emblée vous permet de faire baisser le niveau d'attente des consommateurs. Et enfin, appuyez toute déclaration par des preuves. Le droit de savoir, de partager, d'évaluer est de loin une des plus belles victoires offertes à chacun par le digital. Mais attention, mieux vaut communiquer moins, mais mieux. Il ne s'agit plus de communiquer pour convaincre, mais bien de partager pour engager. Les salariés hier ambassadeurs deviennent des influenceurs en puissance qu'il faut libérer. Il est important de réfléchir à des leviers toujours plus innovants afin de se démarquer de la concurrence et accélérer sa croissance. On peut dire que la transformation d'une entreprise entraîne des mutations organisationnelles qu'il lui appartient de gérer au mieux, car de leur réussite dépend son devenir. Le dirigeant doit maîtriser des principes de base de la démarche de conduite de changement, puis se poser les bonnes questions. Quelles sont les raisons qui l'obligent à évoluer? Quels facteurs peuvent susciter un changement? Quelles sont les résistances? Quels sont les différents degrés et leviers?
Quels facteurs facilitent la réussite du changement? Et enfin, quels sont les outils et indicateurs d'évaluation à utiliser? Cependant, n'oubliez jamais vos collaborateurs. C'est en les amenant à réaliser des actes engageants que l'on parviendra à mettre en œuvre le changement souhaité. Cet épisode touche à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Nous vous expliquerons pourquoi financer sa croissance n'est pas une mince affaire et surtout une étape inévitable si vous souhaitez continuer à surfer sur la vague de la croissance. À très vite.